Donc nous voici à l'UEGW saison 2019 en octobre à Barcelone. On sort avec Xavier Buterne d'une session qui s'appelle LED Breaking Session, comme d'habitude, des dernières nouveautés qui n'ont pas pu être sur le programme mais qui sont toutes nouvelles, toutes chaudes. Donc, cher Xavier Buterne, vous allez nous faire une petite overview de la session et nous dire un petit peu ce qui vous a intéressé particulièrement. Alors oui, comme c'est traditionnel cette session, des résumés qui ont été soumis dans les quelques semaines qui ont précédé le congrès, donc c'est les dernières nouveautés. Alors plusieurs communications sur l'ustekinumab, le Stelara. On nous a annoncé là en session que ça vient d'être approuvé par la FDA américaine il y a quelques minutes, moins d'une heure, donc ça c'est déjà, c'était pas prévu. Et donc plusieurs études, surtout dans la rectocoïte hémorragique, approuvées dans la rectocoïte hémorragique bien sûr, une étude sur le long terme montrant qu'à 2 ans finalement la réponse était continue chez ces malades, très très peu échappaient finalement, un peu les mêmes données qu'on avait en dermatologie, donc c'est intéressant, hein, avec un bon profil de tolérance. Et puis une étude espagnole, scientifiquement un peu discutable parce que c'est juste observationnel, c'est une étude de cas finalement, mais d'enfants, hein, traités par ce médicament qui n'est pas approuvé chez l'enfant, montrant que eh bien, les résultats sont assez similaires à ceux que l'on observe chez l'adulte. Donc c'est, je pense, intéressant et encourageant. Et c'est vrai que déjà on utilise ce médicament chez l'enfant qui est en échec des autres traitements. Après, on a eu deux études un petit peu de médecine prédictive sur des données histologiques qui pouvaient prédire la réponse à la fois à l'ustekinumab et dans l'autre au vedolizumab. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe, mais c'est intéressant. Ça va vers un peu cette médecine prédictive dont on rêve, c'est-à-dire d'avoir des marqueurs en disant ben voilà, ces marqueurs-là, ils vont prédire la meilleure réponse à tel ou tel traitement. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et on voit donc que la recherche continue dans ce domaine-là. Et ça, je crois que c'est vraiment très intéressant. Là, c'était des marqueurs histologiques, hein, sur les microvillosités, mais il y a aussi des études avec les marqueurs biologiques. Voilà. Alors une étude importante pour les patients, hein, très pratique, hein, qui était donc le biosimilaire de l'infliximab en sous-cutané. Et ils l'ont comparé donc à la forme intraveineuse et montrant qu'après donc une induction en intraveineuse, 2 injections en intraveineux, le traitement par sous-cutané permettait d'avoir d'aussi bons résultats sur le plan clinique et peut-être un effet immunogène moindre. Donc il y aura peut-être même un bénéfice à avoir le traitement sous-cutané. Donc je pense que dès qu'on l'aura à disposition, ça va vraiment faire partie de la pratique courante. Ce sera plus simple de faire les injections à la maison que de venir à l'hôpital en perfusion. Et peut-être ça sera mieux sur le plan de l'immunogénicité. Et puis, pour la troisième fois, dans le troisième congrès consécutif, il y avait une communication orale sur un produit français, hein, une start-up française, Abivax, c'est ABX 464, c'est une petite molécule, c'est un comprimé par jour, qui stimule un micro-ARN, et ce micro-ARN qui va contrôler des marqueurs de l'inflammation. Donc on avait eu à l'écho les premières données, hein, sur l'étude de phase 2 d'induction en quelques semaines, à laquelle des centres français avaient participé, en montrant des résultats intéressants, encourageants, je dirais. Et puis on a eu au Congrès américain déjà une partie de la phase d'extension, puis là la phase d'extension un petit peu plus longue sur 1 an, montrant que chez certains nombres de patients, ben, l'effet se prolongeait. Voilà. Alors c'est des données intéressantes, mais c'est voilà, sur 25 ou 30 patients, donc il faut être extrêmement prudent. Du coup, ça a entraîné une phase 2B, hein, sur 200 et quelques patients, qui est en cours. Pas encore disponible en France malheureusement pour des raisons réglementaires et on espère que les centres français vont pouvoir bénéficier et faire participer leurs patients à cette phase 2 et on va voir les résultats, ça sera un peu plus consistant quand on aura plus de 200 patients. En tout cas, l'objectif principal de ces études au départ c'était la tolérance et pour l'instant ça a l'air bien toléré et ça a l'air de donner des résultats, donc à suivre. Alors il semblerait que pour ce genre de traitement, on peut dire que pour l'instant, il y a une chance sur deux pour que ce traitement aboutisse finalement à un médicament. Donc on reste quand même relativement prudent, même si les données sont relativement positives à l'heure actuelle, hein.
Alors, il faut toujours être prudent, il ne faut jamais s'emballer parce que c'est vrai que après, quand on a des grosses... Parce que pour enregistrer un médicament, pour l'avoir approuvé, il faut une grosse étude de phase 3 qui inclut 400, 500, 600 patients randomisés avec des résultats, une méthodologie parfaite, des résultats très solides et des fois on a des déceptions, donc on ne peut pas savoir. Et puis il peut y avoir aussi des effets secondaires qui apparaissent. On n'a eu que 30 patients traités, peut-être qu'au centième il y aura des effets secondaires, on ne sait pas. Donc il faut toujours être prudent, mais le mécanisme d'action est très original et je crois que c'est très important que la recherche continue. Dans la rectocolite hémorragique, tout n'est pas à jouer parce qu'on a des nouveaux traitements qui apportent un plus, mais tout n'est pas réglé. Et on a quand même 15% des patients qui malheureusement doivent être colectomisés et donc on a besoin de nouveaux traitements, donc on suit ça avec intérêt. Merci beaucoup.